10 ans plus tard, l'homme qui m'avait dit que ma pauvreté le répugnait s'est assis dans mon salon, un CV froissé à la main, et m'a demandé du travail sans même me reconnaître. J'ai 30 ans. Je m'appelle Isabelle. J'ai un manoir dans les environs de Megève, un penthouse dans le 16e arrondissement de Paris et la plus grande chaîne d'hôtels et d'événementiels de luxe du pays. Je ne dis pas ça par vanité. Je le dis parce qu'il faut bien comprendre la distance qui sépare celle que j'étais de celle qu'il a trouvée assise dans ce bureau ce froid après-midi de juin. Mais l'histoire commence bien avant ça. Elle commence sur un trottoir mouillé de Paris, une nuit où j'avais 20 ans, les mains abîmées par les produits d'entretien, des baskets trouées qui laissaient passer l'eau et son parapluie à la main. J'étais allée le lui rendre parce que je l'aimais. J'avais pris le métro et le RER pour rejoindre le restaurant où il dînait avec ses amis, les cheveux trempés et une expression que je reconnais aujourd'hui comme le visage même de la naïveté. Quand je suis arrivée et que j'ai prononcé son nom, le silence qui s'est abattu avait une texture. C'était du mépris. Et puis il a dit, d'une voix qui ne s'est pas élevée d'un décibel, mais assez claire pour que tout le monde autour entende. Regarde-toi, cette misère extrême me répugne. Les portes en verre du restaurant se sont refermées derrière lui, et je suis restée là, sous la pluie, tenant le parapluie d'un homme qui venait de décider que je n'existais pas. J'avais rencontré Victor un vendredi après-midi, dans la file du Resto U, au 2e semestre de ma première année de gestion. Il s'était trompé de file. La fac publique n'était pas son milieu. C'était celui d'un de ses amis qui y étudiait et avec qui il devait déjeuner. Mais il est resté dans la file, à mes côtés, et il a souri avec cette bouche à laquelle j'ai mis des mois à cesser de penser. À l'époque, je me levais à 5 heures du matin. Je prenais le RER jusqu'à la Défense. Je nettoyais les toilettes, les couloirs et les bureaux d'un immeuble de 8 étages. À 18 heures, je changeais d'uniforme dans les toilettes de la station. Je fourrais mon livre de comptabilité dans mon sac en simili-cuir usé et j'allais à la fac à Aubervilliers. Je rentrais chez moi dans la chambre de 8 mètres carrés que je louais à Madame Françoise à Sarcelles. Entre 22h30 et 23h. Je mangeais les restes, j'étudiais encore 1 heure et je dormais. Victor savait tout ça. Je ne le cachais pas. Je n'avais aucune raison de le faire. Dans ma tête, le travail n'a jamais été une honte. Ce que je ne comprenais pas, à l'époque, c'est que le problème n'avait jamais été le travail. Le problème, c'était l'image que ce travail renvoyait de lui devant les autres. Les premiers mois, il m'appelait tard le soir, après le départ de ses amis. Il venait dans ma chambre quand Madame Françoise dormait. Il m'emmenait en voiture dans des endroits où personne de son cercle n'irait jamais. Des plages hors saison, des banlieues bien trop éloignées de Saint-Germain-des-Prés ou du Marais. J'étais un secret bien gardé. Et comme toute fille naïve qui aime vraiment, j'ai interprété ce secret comme de l'intimité, comme quelque chose de spécial entre nous. Je pensais qu'il me protégeait. Il m'a fallu des mois pour comprendre qu'il se protégeait lui. Le signe le plus évident est venu lors de l'anniversaire d'un de ses amis. J'ai été au courant de la fête parce que j'ai vu l'invitation tomber dans son sac, qu'il avait laissé ouvert dans ma chambre. Je lui ai demandé si je l'accompagnais. Il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux, et il a dit que c'était un truc de la fac, avec des gens de sa promo, et que j'allais m'ennuyer. J'ai accepté. J'ai ravalé ma fierté. J'ai dit « d'accord » avec la voix douce de celle qui n'a pas encore appris qu'accepter ce qui n'est pas juste n'est pas de la gentillesse, c'est de la complicité. Je ne suis pas allée à la fête, mais j'ai su, le lendemain matin, qu'il y était allé, et j'ai su 3 jours plus tard, par un message apparu sur son téléphone pendant qu'il était dans la salle de bain de ma chambre, qu'une fille nommée Camille l'attendait à cette fête avec une patience qu'elle décrivait avec des mots que je ne répéterai pas ici. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai verrouillé l'écran et reposé le téléphone exactement là où il était. C'est la première fois que j'ai compris la différence entre ne pas savoir quelque chose et choisir de ne pas poser la question. J'ai choisi de ne pas demander. Pas par faiblesse, ça je le comprends aujourd'hui. C'est parce qu'à l'époque, la seule chose que j'avais en dehors du travail et de la fac, c'était cette illusion. Et je n'étais pas encore prête à y renoncer. Mais le temps ne négocie pas avec les illusions. Les mois suivants ont passé
et le schéma est devenu plus clair. Victor m'appelait quand il avait besoin de quelque chose que ses amis ne lui donnaient pas. Une oreille sans jugement, un endroit sans pression, un refuge sans exigence. Et je lui offrais tout cela à deux mains, épuisée par le travail, sentant l'eau de Javel sous le parfum bon marché que je me mettais sur les poignets avant de le voir. Il prenait. Il remerciait avec des baisers qui semblaient sincères, et il partait quand sa vraie vie, celle dont je ne faisais pas partie, le rappelait. Je fermais la porte, je faisais la vaisselle, j'ouvrais mon cahier de compta, et je continuais. C'est un samedi froid de juillet, 6 mois après nos débuts, que la situation a pris une tournure impossible à ignorer. J'étais au hall quand je l'ai vu. Il était de dos, mais je reconnaissais sa posture de loin, ses épaules larges, sa démarche légèrement arrogante, comme si les allées lui appartenaient. Il était avec un groupe de 4 personnes, l'un des amis que je connaissais en photo, 2 femmes que je ne connaissais pas. Et puis il s'est tourné légèrement pour parler à quelqu'un à côté de lui, et j'ai vu le profil d'une fille aux cheveux raides qui riait à gorge déployée, la main sur son bras, avec la familiarité de quelqu'un qui n'a pas besoin de se cacher. Je me suis éloignée avant qu'il ne me voie. Je suis allée dans les toilettes du centre commercial, je me suis enfermée dans une cabine et je suis restée là 5 minutes, le dos contre la porte froide en métal. Je n'ai pas pleuré, j'ai ressenti quelque chose de plus lourd que les larmes, la netteté d'une vérité que j'avais mis tant d'efforts à éviter. Ce n'était pas à propos de Camille. Camille n'était qu'un symptôme, pas la cause. La cause, c'était que je n'avais jamais été réelle pour lui. J'étais une présence parallèle, discrète, utile, rangée dans un tiroir qu'il ouvrait quand il en avait besoin et refermé quand ce n'était plus le cas. Et c'est là que j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne, car ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Je suis sortie des toilettes du centre commercial, les mains encore froides d'avoir aspergé mon visage d'eau. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-dedans. Je sais que quand je suis sortie, les allées étaient plus pleines, la musique d'ambiance plus forte, et le monde continuait de tourner avec cette indifférence qu'a le monde pour tout ce qui n'est pas lui. Je suis rentrée chez moi, métro, RER, Sarcelles. Je me suis assise sur le banc en plastique de l'arrêt de bus avec mon cahier de compta sur les genoux parce que c'était le seul endroit disponible pour poser quelque chose. Je n'ai pas ouvert le cahier. J'ai fixé les lampadaires comme si je voyais pour la première fois l'espace qui sépare un poteau d'un autre. Et c'est là, sur ce banc, que la question est venue sans être invitée. Jusqu'à quand? Ce n'était pas un cri, ce n'était pas des pleurs, c'était une question propre, directe, presque bureaucratique, comme quand Madame Françoise frappait à la porte le lundi matin pour dire que le loyer était dû, sans jugement, juste un fait. Jusqu'à quand allais-je fonctionner comme l'option parallèle de quelqu'un qui avait honte de moi? J'ai pensé à ma mère. Elle travaillait dans 3 maisons différentes, chacune à l'opposé de la ville, et ne s'était jamais plainte d'aucune d'entre elles devant moi. Quand j'avais 12 ans et que je lui ai demandé si elle n'était pas fatiguée, elle a baissé la tête, souri à son assiette et a dit « La fatigue, on la porte, mais la honte, on la choisit. » Moi, je portais la fatigue et je choisissais la honte. Cette prise de conscience a fait son chemin lentement, mais elle s'est ancrée profondément. Il ne s'agissait pas de Victor, il s'agissait de moi. Du fait que j'avais passé les 6 derniers mois à me faire toute petite pour rentrer dans un espace que quelqu'un avait créé spécialement pour m'effacer. Et j'y avais collaboré, avec mon silence, avec une patience qui n'était pas une vertu, c'était de la peur. La peur de quoi? La peur de perdre la seule chose qui semblait m'appartenir. Mais cette chose n'avait jamais été à moi. Le bus est arrivé. Je suis montée. Je suis allée tout au fond, là où c'était vide, et je me suis assise sur la dernière rangée, le cahier toujours sur les genoux. Dehors, les lampadaires défilaient trop vite pour qu'on puisse bien les voir. C'est ainsi que je vivais, défilant trop vite pour être bien vue. J'ai ouvert le cahier à la dernière page, celle que je n'utilisais jamais. J'ai pris le stylo glissé dans la spirale. J'ai écrit une seule chose. Dans 2 ans, je suis libre.
Je ne savais pas encore ce que ça signifiait en pratique. Je n'avais pas de plan, pas de capital, ni contact, ni mentor, ni associé, rien. J'avais le stylo, j'avais le cahier, j'avais le silence du fond du bus à 22 heures. Et j'avais cette phrase qui existait désormais dans le monde parce que je l'avais posée là, à l'encre sur le papier. J'ai fermé le cahier. J'ai regardé par la fenêtre. La ville continuait. Les lampadaires se continuaient. Le bus continuait. Mais quelque chose s'était arrêté pour de bon en moi. La partie qui attendait encore que quelqu'un vienne la chercher. La partie qui croyait encore que l'amour était un argument suffisant contre le mépris. Cette partie s'est fermée. Et ce qui a pris sa place était une tranquillité différente. Pas vide, solide, comme un sol ferme sous mes pieds. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant mon réveil. Pas avec ce réveil lourd de quelqu'un qui n'a pas dormi. Je me suis réveillée avec une clarté étrange, presque dérangeante, comme quand un mal de tête disparaît d'un coup et que le corps ne sait pas encore comment fonctionner sans lui. Je suis restée allongée sur le fin matelas de la chambre de Madame Françoise, regardant la tache d'humidité au plafond que j'avais tracée 1000 fois des yeux en attendant le sommeil. Cette fois, il n'y avait pas de sommeil à attendre. Il n'y avait que cette phrase. Dans 2 ans, je suis libre. Le soulagement n'est pas venu comme je l'aurais cru. Ce n'était pas le soulagement de quelqu'un qui a résolu un problème. C'était le soulagement de quelqu'un qui a arrêté de faire semblant qu'il n'y avait rien à résoudre. C'est différent. C'est plus net. Je l'ai d'abord senti dans ma nuque, cette tension que j'avais normalisée au point de ne plus la reconnaître comme de la tension n'était tout simplement plus là. Comme si un muscle contracté depuis des mois se souvenait enfin comment se relâcher. Je me suis levée, j'ai rangé la chambre. J'ai plié la couverture avec les bords bien droits, comme me l'avait appris Madame Françoise, car elle disait qu'une chambre en désordre, c'est un esprit en désordre. Je suis allée travailler, et dans le RER bondé de 6 heures du matin, coincée entre des gens qui sentaient le café et le déodorant, mon cahier de compta dans mon sac et les pieds déjà endoloris dans mes baskets encore humides de la veille, une pensée m'a frappée. Victor ne savait rien. Cette idée avait un poids auquel je ne m'attendais pas. Il pensait toujours que j'étais exactement la même femme qui était restée plantée sur ce trottoir sous la pluie. Il me voyait toujours à travers ce scan rapide et cruel des privilégiés. Vêtements sans marque, mains rugueuses, rien qui vaille l'attention. Dans les jours qui ont suivi, quand il a envoyé des messages comme si de rien n'était, comme si la scène du restaurant n'était qu'une simple goujaterie, et non la sentence qu'elle était en réalité, j'ai répondu avec la normalité calculée de quelqu'un qui est toujours là. Tout va bien. Tant mieux si tu vas bien. Oui, tu peux passer plus tard. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, pas de froideur suspecte. C'était le ton exact de celle qui est toujours là, parce que j'avais besoin qu'il croie que j'étais toujours là. Madame Françoise, qui ne savait rien mais remarquait tout, m'a regardé un lundi matin pendant que je payais mon loyer et a dit, avec cette économie de mots, que développent les gens très intelligents et très fatigués. Tu as changé. J'ai répondu que j'allais bien, juste fatiguée. Elle m'a fixé 2 secondes, de plus que nécessaire, a hoché la tête une seule fois et est retournée dans la cuisine. Elle n'a posé aucune autre question et j'ai continué. Au cours des mois suivants, j'ai développé une routine qui divisait mon existence en 2 compartiments totalement hermétiques. Le jour, j'étais la même Isabelle que d'habitude, femme de ménage dans l'immeuble de la Défense, étudiante en gestion, locataire de la chambre de Madame Françoise, petite amie discrète d'un homme qui avait honte de mon existence. La nuit, quand la chambre devenait silencieuse, j'ouvrais le cahier à la dernière page et je travaillais. Pas sur la comptabilité, sur les vrais chiffres. Combien je gagnais par mois, combien je dépensais, combien il restait, combien il resterait si je coupais tout ce qui pouvait l'être, combien de temps il faudrait pour réunir le montant minimum pour l'équipement de base en pâtisserie, un batteur de qualité, des moules, les bons emballages. J'ai calculé et recalculé pendant des semaines jusqu'à ce que le chiffre soit assez net pour devenir une échéance. 18 mois, 18 mois de restrictions sur tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai continué à voir Victor. J'ai continué à écouter ses histoires sur le cabinet d'avocats, ses plans ambitieux, ses analyses sur le marché et le pouvoir,
livré avec l'arrogance tranquille de celui qui n'a jamais eu à exécuter de véritables plans, juste à commenter ceux des autres. J'ai continué à sourire au bon moment, à hocher la tête, à être la présence discrète et sans exigence dont il avait besoin. À l'extérieur, j'étais l'encre qu'il avait jetée sur le trottoir. À l'intérieur, j'apprenais à nager vers les profondeurs. Le moment le plus difficile n'a pas été la première semaine. La première semaine, c'est facile. La décision est encore fraîche. Elle réchauffe encore. Le moment le plus difficile a été un mercredi ordinaire de septembre, 2 mois plus tard, quand Victor est venu dans ma chambre sans prévenir et est resté plus longtemps que d'habitude. Il est resté jusqu'à près de minuit, à parler d'un cas de la fac, les épaules détendues comme elles l'étaient quand il n'avait pas besoin de jouer un rôle pour quelqu'un. Je l'ai regardé et j'ai ressenti, l'espace d'une seconde, une seule, mais une seconde réelle et honnête, cette vieille émotion qui m'avait poussé à prendre le RER et le métro pour aller jusqu'à un restaurant sous la pluie, avec le mauvais parapluie à la main. L'amour était encore là. Il n'avait pas disparu simplement parce que j'avais pris une décision. Il était têtu, comme l'est souvent l'amour quand il n'a plus d'autre endroit où loger. J'ai fermé les yeux un instant, et la voix de ma mère m'est revenue, pas comme un vague souvenir abstrait, mais concrète, nette, avec son accent exact et le timbre légèrement éraillé de ses après-midi fatigués. La fatigue, on la porte, mais la honte, on la choisit. J'ai rouvert les yeux. Victor parlait encore. J'ai souri au bon moment, j'ai hoché la tête, et j'ai gardé mes 2 compartiments complètement séparés. Le lendemain matin, j'ai ouvert le cahier à la dernière page et j'ai mis les chiffres à jour. 16 mois. C'est un vendredi de novembre que la façade a failli se fissurer. Victor m'avait prévenu la veille qu'il passerait dans ma chambre après le travail. Un message court, sans heure précise, le genre de préavis qu'il donnait quand la convenance était la sienne et l'adaptation la mienne. J'ai répondu « d'accord » et j'ai rangé mon téléphone. Le problème, c'est que ce vendredi de novembre, j'avais une réunion. Ce n'était pas vraiment encore une réunion, c'était une conversation, comme je l'appelais dans ma tête, pour ne pas trop gonfler quelque chose qui n'en était qu'à ses balbutiements. Une conversation avec Monsieur Laurent, propriétaire d'un distributeur de fournitures pour pâtisserie à Rungis, qui avait accepté de s'asseoir avec moi pendant 20 minutes après que je me sois présentée dans son entrepôt 3 samedis de suite pour lui poser des questions qu'il a décrites. La 3e fois, comme les questions les plus organisées qu'un client lui ait jamais posées. Il avait 62 ans, les cheveux blancs, des mains qui portaient 40 ans de travail avec des sacs de farine, et un œil pour les affaires, ce que je reconnaissais, car c'était le même œil que j'étais en train de développer. J'avais besoin de cette conversation. C'était la première véritable ouverture pour un approvisionnement avec une remise de gros, le genre d'accord dont dépendait la logique de mes calculs dans le cahier. Mais Victor venait, sans heure précise. Je suis allée à Rungis. J'ai parlé avec Monsieur Laurent pendant 45 minutes, bien plus que les 20 prévus. Parce que quand 2 personnes qui pensent en chiffres se rencontrent, les chiffres créent leur propre gravité. Je suis ressortie de là avec un accord verbal, une poignée de main et la sensation physique d'avoir franchi une marche. Une petite chose, une chose réelle. Dans le RER du retour, mon téléphone a vibré. J'arrive dans 10 minutes. J'ai fait le calcul. J'étais à 35 minutes de chez Madame Françoise, dans le meilleur des cas, avec de bonnes correspondances. J'ai répondu, j'ai eu un imprévu au boulot. Tu peux arriver dans 40 minutes? Il a envoyé un OK avec l'énergie de quelqu'un qui ne fait que reporter une chose, sans vraiment s'en soucier. J'ai couru. Ce n'est pas une figure de style. J'ai couru dans la station, j'ai sauté les portillons avec mon passe Navigo déjà en main. J'ai gravi les escalators par la gauche en dépassant 3 personnes. J'ai attrapé le bus alors que les portes se refermaient. Je suis arrivée dans ma chambre avec 12 minutes d'avance. J'ai changé de t-shirt. Je me suis passé de l'eau sur le visage. J'ai caché le cahier sous le matelas, dans l'espace que j'avais créé exprès pour ça, du côté intérieur, contre le mur, là où le balai de Madame Françoise ne passait pas. Quand Victor a frappé à la porte, j'étais assise sur la chaise, le livre de compta de la fac ouvert sur la table. Ça avait l'air naturel, c'était calculé jusqu'à l'angle de la chaise. Il est entré.
Il m'a donné un baiser rapide, a jeté sa veste sur le lit, a demandé si j'avais de l'eau. Je suis allée chercher de l'eau. Et alors que j'étais de dos, face au petit lavabo de la chambre, j'ai ressenti quelque chose qui n'avait pas de nom précis. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la peur, ce n'était pas vraiment du soulagement. C'était la sensation étrange de réaliser que j'étais devenue trop douée à ça, que ces 12 minutes de course et de repositionnement avaient été exécutées avec une efficacité qui m'a légèrement effrayée, comme quand vous faites quelque chose en mode automatique et que vous ne réalisez qu'ensuite la précision avec laquelle vous l'avez fait. Je lui ai tendu l'eau, je me suis rassise, j'ai écouté le résumé de sa semaine. Le cahier était à 40 centimètres de son pied, sous le matelas. Il ne savait pas, j'ai souri au bon moment. J'ai dit ce qu'il fallait, j'ai été d'une précision chirurgicale. Et cela, je le découvrirai plus tard, était le début de quelque chose qui coûterait plus cher que les chiffres de mon cahier. Il y a eu une nuit en février, 4 mois après la conversation avec Monsieur Laurent, que je ne peux pas raconter sans en ressentir à nouveau le poids sur ma poitrine. C'était un mercredi. J'avais reçu ma première vraie commande de gâteau payé. Pas une faveur, pas un essai, une vraie commande avec de l'argent réel, de la part d'une femme nommée Rita, qui travaillait dans l'immeuble que je nettoyais et qui avait goûté une part que j'avais apportée par hasard dans une boîte. C'était 50 €. Un gâteau à 2 étages pour l'anniversaire de sa fille. J'avais travaillé 3 nuits dans la petite cuisine de Madame Françoise, qui m'avait donné la permission d'utiliser le four après 22 heures en échange d'une part de gâteau. 50 €. Je sais que ça paraît peu. Mais ce soir-là, quand Rita m'a payé à la réception avec un billet plié et a dit que c'était le plus beau gâteau qu'elle ait vu de sa vie, je suis allée directement aux toilettes du rez-de-chaussée, j'ai verrouillé la porte et je suis restée debout devant le miroir à tenir ce billet à 2 mains pendant un temps que je ne saurais mesurer. Je suis rentrée chez moi plus tôt et quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, j'ai ouvert le cahier à la dernière page, prête à mettre les chiffres à jour comme d'habitude. Mais le stylo n'a pas bougé. J'ai fixé le nombre qui était écrit là, les mois qui restaient encore, l'ampleur de ce que j'avais choisi de faire, pas de l'entreprise, mais de la double vie, de la femme que j'étais en train de devenir, pour soutenir un plan sans témoin. La solitude de cette situation m'a prise par surprise.